Salut, on est survivant parce que c'est un art de vivre et aujourd'hui on parle d'intelligence. Et on va parler d'intelligence sûrement comme tu n'en as jamais entendu parler. Et on va s'inspirer comme d'habitude sur les connaissances antiques indiennes. C'est normal, c'est toujours assez brillant leur truc, je vois, je fais ah ouais, bah ouais, voilà, c'est ce qu'on cherchait. Donc en premier lieu, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comment on pourrait définir ça? L'intelligence, pour moi, c'est la capacité de répondre à une question de manière efficace et pertinente. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le mental, cet outil dont tu es doté. Comment que ça marche? Qu'est-ce que c'est? On a plusieurs mots en fait, mais on ne fait pas trop la différence entre eux. Toi, si je te dis l'esprit, le mental, l'intellect, ben, je sais pas la différence. Donc, ils ont créé des mots, donc c'est qu'il y a peut-être une nuance et que ça partait quand même d'une bonne intention. Alors, ce qui est bien avec le sanskrit et les sciences védiques, c'est qu'ils ont des mots qui décrivent extrêmement bien les facultés subtiles de l'individu. C'est pour ça qu'on leur reprend ces mots-là. C'est leur soft power à eux. Les concepts, on les a même pas, donc on est obligé de leur prendre leurs termes. Ce qui est joli parce que le sanskrit, c'est très beau. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sanskrit. Tu vas voir, c'est... Tu t'imagines pas encore, tu t'imagines pas du délire. Alors les Védas nous expliquent que le mental est divisible en 4 catégories, en 4 outils en fait. Tout ça c'est le mental, 4 catégories de plus en plus subtiles. Alors, ce qui est bizarre, c'est que selon les sources, on ne trouve pas tout à fait les mêmes philosophies derrière tout ça, et ni même les mêmes ordres. Mais je t'ai fait une synthèse qui me paraît pertinente et en recoupant un peu les sources. Mais il y a beaucoup de points où ils sont tous d'accord, quand même. Phew. Mana, ça a été vachement repris dans les jeux vidéo, le mana, l'énergie, tout ça. Tu connais pas? C'est normal. Tu connais? C'est normal. Aussi. Alors le mana, c'est ta partie du mental qui sert à orchestrer et à gérer tous les organes des sens. Toutes tes sensations, hein, on est d'accord que notre conscience peut goûter l'univers que par les sens. Sans ces sens, t'es perdu dans le néant. Imagine, t'enlèves tous les sens, t'es perdu dans le néant. Plus les organes d'action, donc ta main peut agir avec l'univers, tout ça c'est contrôlé par le mana. J'ai un problème de mana là. Ces informations remontent dans mana et elle doit le gérer. Elle en fait quelque chose, elle le synthétise, elle le transcrypte, elle le digère et elle peut douter et faire un truc genre système erreur, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais c'est tout, elle peut pas, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Ça observe, ça intègre. Sadhguru ajoutera que c'est ici que se situent les mémoires. Les mémoires, toutes les mémoires, il y a beaucoup de mémoires, on ne le détaille pas ici. La mémoire se situerait ici, dans tous les cas elle se situe dans l'une des 4. Mana, c'est aussi l'émotion. Et ouais, l'émotion pour les Védas, c'est une pensée dense, juteuse, humide, une pensée qui a du goût, qui a plus d'inertie, qui a plus d'intensité, c'est pour ça qu'elle t'impacte, qu'elle te met dans tous tes états, et aussi qu'elle persiste un peu plus longtemps qu'une pensée, une idée, une pensée, qui est plus, elle, sèche, tu vois. Pour eux, c'est 2 types de pensées. La pensée émotionnelle se produit dans mana. Et donc, tu vois, ça réagit, tes sens et ton action, et les émotions, c'est tout dans le même panier, quoi. C'est tout la même chose qui gère. C'est intéressant. C'est une proie très facile pour l'envie, les souhaits, l'aversion ou l'attraction. L'envie, tu vois, la tentation, ben voilà. Et c'est pile poil ce que vont cibler les pubs et tous les machins comme ça, parce qu'on est vulnérable ici. Parce qu'on est encore dans le ressenti, tu vois. Mais heureusement, on a d'autres couches qui peuvent servir et en faire un atout plutôt qu'une faiblesse. Ensuite, la deuxième fraction, c'est Ahankara. Là, c'est l'individualité, l'identité. Ton identité s'appelle Ahankara. L'ego,
Mais en fait, c'est plus vaste que l'ego, ce mot-là. Ahankara, c'est tout ce qui te définit. Si tu n'as pas Ahankara, tu ne peux pas te sentir toi. Tu ne peux pas avoir conscience que tu es une entité isolée et unique qui a son propre système de décision. C'est hyper important pour fonctionner en tant qu'être humain, parce que sinon, tu n'arrives pas à te différencier. Alors tu vas me dire, oui, mais il y en a qui visent ça, oui, en maîtrisant Ahankara, en le fusionnant avec la conscience suprême. Mais ils fusionnent les deux. Donc moi, je mettrais assez facilement la mémoire ici aussi, tu vois, parce que la mémoire et l'identité, tu peux pas avoir de mémoire sans identité. Il faut que ça colle à quelque chose, tu vois. Et aussi, tu peux pas avoir d'intelligence sans mémoire. Enfin, c'est très difficile. Parce que, mettons, imagine, t'es là, t'es très 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 intelligent, t'as un QI à 3 chiffres, mais des bons gros chiffres, t'as 150 de QI, voilà, mais tu retiens que dalle. Eh ben, tu vas tout comprendre très vite, mais tu vas arriver à raisonner avec quoi? Avec ce que tu es capable de mobiliser. Tu vas être très fort en synthèse, mais si tu n'as que quelques éléments à synthétiser, ta pensée elle va être faible. Tandis que si tu as beaucoup d'éléments et que tu arrives quand même à les synthétiser, ta pensée elle va être beaucoup plus forte. Même tu vas te taper des sales notes si tu es à l'école. Parce que si tu retiens que dalle, bah, c'est pas le jour du contrôle où tu vas inventer les théories de maths. Quand bien même tu es intelligent. Ou alors là, tu es très très fort. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a des métiers où on croit qu'ils sont intelligents, ils peuvent l'être, mais en fait, c'est pas de l'intelligence. Tu prends tous les métiers où il faut de la mémoire, par exemple les études de médecine, le but, c'est d'ingurgiter et d'être capable de retenir un nombre faramineux de choses, et la plupart des doctorants aussi. Ils arrivent à le combiner, ils arrivent à le classer, tout ça, mais ils ont surtout une forme d'intelligence qui est la mémoire, d'abord, qu'ils arrivent à agencer, tu vois. Les deux sont interreliés. Si t'en manques un, c'est chaud. Du coup, quand on a compris que donc, notre intelligence, il y a aussi cette identité, ça veut dire que ton intelligence se joue dans le cadre de ton identité. Si ton identité est trop réduite, trop resserrée, bah, ton intelligence, elle va agir que dans cette petite fraction. C'est-à-dire que tout ce qui va être en dehors de ce que tu crois être toi, tu vas le déconsidérer. Et donc, tu vas biaiser ton intelligence. À l'inverse, ce que le yoga particulièrement aspire à faire, et beaucoup de mouvements spirituels, c'est justement d'agrandir cette zone d'identité, de l'élargir, de mettre des frontières qui soient moins solides et moins étriquées, quoi. Et tu agrandis, et plus tu agrandis, plus tu as d'espace et d'amplitude pour être intelligent, pour que le mental agisse. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Avec mes bras, là. Si au contraire elle s'écrabouille, elle s'étrique, ben, tu diminues ton intelligence. Et c'est là qu'émerge aussi ce sentiment de solitude, parfois de douleur, qui pose des états dépressifs, voire même suicidaires. En fait, tu peux avoir plus ou moins d'ankara, plus ou moins d'individualité, d'intelligence individuelle, entre guillemets. Il en faut, mais pas trop. Il ne faut pas que ça domine, en fait. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur les autres. Si ça prend le pas sur la troisième que je vais te présenter, qui s'appelle Buddhi, qui est là la vraie intelligence occidentale, l'intellect, ben, si Ahankara est trop forte, elle est capable de cacher les souvenirs, les éléments, le vécu à Buddhi, à l'intellect. Elle est capable de lisser l'irrationnel, de créer des zones irrationnelles avec des événements passés, des événements présents, et de le dissimuler en quelque sorte à notre puissance intellectuelle. Et ça, si tu y réfléchis bien, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce qui touche l'ego, potentiellement l'ego est capable de se protéger en désactivant notre propre intelligence, en nous rendant aveugles à des évidences qui pourraient potentiellement nuire à notre ego. Moi, ça m'éclaire beaucoup sur plein de choses, notamment contemporaines. Donc ça veut dire que si on veut faire comprendre à quelqu'un quelque chose
d'évident, mais qui visiblement ne rentrent pas parce que il y a des réactions irrationnelles, quand bien même les preuves et les faits sont là, eh bien, il faut faire en sorte que Ahankara, que l'ego, soit déchargé au maximum. Si on veut parler à Buddhi, dont on va parler tout de suite, à l'intellect des gens, je t'ai dit, c'est éclairant et en plus, c'est tout à fait pratique. Ben oui, c'est pas que de la philosophie qu'on trouve dans les Kinder, surprise. L'intellect, notre capacité à analyser les choses, à juger pour le meilleur et pour le pire, c'est la faculté très développée en Occident, très valorisée en Occident. C'est presque la seule intelligence qui vaille. C'est la capacité à trancher les choses, à couper finement, à découper pour analyser. Tu vas mentalement découper. C'est pour ça qu'on fait tous nos systèmes maintenant de sciences, même à l'école, tu découpes en catégories, en sous-catégories, tu spécialises. Voilà. Ben ça, c'est tout à fait le fonctionnement de Buddhi. Il recueille des données, il fonctionne avec ces données. Donc, au plus tu as de données, au plus tu as des données de qualité, et au plus ton Buddhi est capable de les gérer, et au plus tu sembles intelligent en termes occidentaux. Et au plus ton intellect est sharp et aiguisé, et au plus tu peux être fin. Parce que tu coupes en petits morceaux. Mais qui découpe l'univers se rend dans une tâche fondamentalement infinie. Et fondamentalement sort du 1, de l'unité. Parce que si tu lui files le 1, il va couper en 2. Parce qu'il ne peut que comparer, que juger Buddhi. C'est là que s'exerce sa puissance d'intelligence. Comparer deux objets. Donc tu es obligé de le scinder, d'observer. C'est lui qui prend les décisions finales, normalement. Et s'il les prend tout seul, donc avec le bon sens et la logique pure, ça donne des lumières, entre guillemets, les philosophes des lumières, un peu, c'est ça, l'exacerbation vraiment du mental pur, du Buddhi pur, ça donne ce genre de philosophes-là. Quand bien même ils étaient un peu pollués par Ahankara, un petit peu, mais tu peux avoir un très bon Buddhi et te faire submerger un temps ou tout le temps par Ahankara, ce qui fait que ça réduit largement ton champ, ou être submergé par Manas, donc les sensations. Tu es trop addict aux sens, prisonnier des sens, ou des émotions. Donc là, Buddhi se fait, n'est plus aux manettes. Il va quand même prendre la décision finale, mais il va se faire largement polluer, il va être à l'ombre de Mana ou d'Ahankara. Les machines seraient capables d'avoir beaucoup d'attributs de Buddhi, en réalité. Heureusement, on a une dernière qui sauve les meubles. Et là, on entre dans quelque chose de plus abstrait, parce qu'on fréquente moins la capacité de Chitta. On l'utilise forcément, mais à faible niveau. C'est la conscience. C'est le mental sans identification. Donc par définition, qui s'identifie à tout. Au tout. Le leitmotiv de Buddhi serait « je sais ». Tu vois, il apprend des trucs, je sais, j'analyse, je sais, donc je fais ça. Je décide parce que je sais. Chitta, ce serait « je sais rien ». Je ne sais pas. Et ce que dit, entre autres, Sadhguru, c'est si on fonctionne en mode « je sais », tu mets la limite autour de tes connaissances. Ton intelligence fonctionne dans le cadre de tes connaissances, du « je sais ». Si tu t'identifies à « je ne sais pas », ton intelligence va fonctionner avec l'infini. Et pour être tout à fait pratico-pratique, on peut parler de l'intuition. L'intuition, c'est un résultat, sans savoir pourquoi tu as ce résultat. Et c'est très mal valorisé sous nos latitudes. Très mal. Si tu as des vérités, mais marquantes, excellentes, tu les dis telles quelles, sans expliquer pourquoi,
elles ont très peu de valeur, elles seront très peu entendues. D'ailleurs, dans le système scientifique, ce sera... Tu peux aller voir tous les scientifiques de la Terre et leur dire « Tiens, ton problème que tu planches depuis 10 ans, c'est ça la solution. » Puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est... Tu leur dis tous. Aucune valeur. Il y en a peut-être, ça va leur faire un « Je sens que c'est bon », mais ils pourront jamais l'utiliser parce qu'ils savent. Parce que c'est pas vérifiable, parce qu'ils n'arrivent pas à le vérifier. Parce qu'ils n'ont pas le chemin intellectuel de Bouddhi pour arriver au résultat. Donc c'est pas possible. Ce qui n'est pas prouvable, ce qui n'est pas démontrable, n'est pas réel selon la science. Ça, c'est un parti pris. Vachita, c'est justement l'inverse. C'est je te donne, bim, l'info, c'est comme ça. C'est cette capacité-là. Entre autres. C'est juste pure intelligence. Elle est allumée en permanence, tu ne peux pas l'éteindre. Alors qu'il y en a qui s'éteignent, hein. Quand tu dors, Mana, il s'éteint. Bouddhi, il s'éteint à moitié. Chitta, il est allumé en permanence parce que c'est toute cette intelligence, elle fonctionne en toi, en permanence, tu vois. Si tu décryptes ne serait-ce que ce qui se passe dans une main, toutes les fonctions, toute l'intelligence qu'il y a pour que ça circule, pour que ça vive, pour que ça persiste dans ce monde, les échanges microscopiques, même macroscopiques, dans tout ton corps, ta respiration, tes pulsations, les transferts, le nettoyage, les circuits électriques, les hormones, les protéines, les canaux ioniques, mais c'est incroyable! C'est une intelligence massive, mais bien plus immense que tout ce qu'on peut expérimenter consciemment à l'heure actuelle. Ça, c'est Chitta. Tout petit peu allumé. Il y a une phrase yogique qui dit « Si Chitta devient notre principale intelligence, donc domine toutes les autres, Shiva devient notre servant. » Tu peux traduire par « Dieu devient notre servant, notre serviteur. » Il n'y a plus de notion de « moi » qui contrôle Dieu, puisque Ahankara, on voit bien, quand Chitta est bien développé, c'est qu'il a bien dissous Ahankara, que les limites de l'ego ont volé en éclats. Donc quoi qu'il en soit, tu as toujours Mana, Ahankara, Buddhi, Chitta, et tout cela fonctionne ensemble, plus ou moins. Une fois l'un domine, l'autre domine. Donc on a vu que quand c'est Mana, l'essence, les émotions, ou Ahankara, l'ego, qui domine, c'est pas GG. Quand c'est Buddhi, c'est déjà mieux. Et quand c'est Chitta, c'est génial. Comme il y a ton mental possède Chitta, ça veut dire qu'il y a une dimension infinie. Et en fait, ça intègre une fonction dans ta tête, dans ton mental, dans ta manière d'être. Au-delà même du fait que tu en aies conscience, il ne peut jamais se satisfaire. Il ne peut jamais être arrivé. Il ne peut jamais avoir la sensation d'avoir atteint un point de saturation. Quels que soient les accomplissements, quoi que tu possèdes, quoi que tu aies fait, le mental aspirera toujours à plus. Parce qu'il y a cette notion d'infini. Chitta est l'infini. Mais du coup, c'est quelque chose qui va pousser pour empêcher la stase, pour empêcher que les gens s'empâtent, tu vois. Et donc c'est fort bien, mais si on a enclenché un processus, un logiciel de douleur, eh ben ça mène à des grandes souffrances, parce que ça continue, jusqu'à qu'il y ait rupture. Il y a des gens qui préfèrent... Tu sais, les gens qui se suicident, en fait, c'est des gens qui détruisent le corps parce qu'ils souffrent de du mental. C'est tellement fort qu'ils détruisent le corps en pensant que ça va s'arrêter. Mais ils n'ont pas tapé au bon endroit. Et il y a donc peu de raisons que ça s'arrête. Donc, pour conclure sur quelque chose de plus joyeux, je dirais que j'espère que cette présentation des 4 points de ton mental vont t'aider, parce que je trouve ça, personnellement, je trouve ça que c'est lumineux par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Vas-y, yes, motive-toi, éclate tout, bois du lait de tourterelle, et puis va faire du footing à 4h du matin. Ouais, les trucs américains, quoi. C'est un peu plus subtil, c'est un peu plus complet, et ça peut amener à reconsidérer certaines choses, je crois. Dis-moi ce que t'en penses. Et je te souhaite vraiment de mettre de la paix
dans ton mental. Parce que c'est important. Et que tu as vu comment c'est compliqué. Alors vaut mieux mettre beaucoup de paix. Bah tu peux lâcher un petit pouce aussi. Ça va, je sais pas si ça va t'aider, mais ça va aider le référencement, donc c'est déjà pas mal. Tu peux partager aussi, hein, si ça peut aider. Ça, je pense que ça peut aider pas mal de monde. Et puis si t'es nouveau, bah abonne-toi, mais vérifie quand même ce que je fais avant, parce que je fais plein de trucs différents. C'est souvent la saison, selon la direction du vent, la température, l'humidité, je fais des trucs. Allez, à plus!